Bienvenue dans Ça part de là, la nouvelle émission de la chaîne Nous les artisans. Eh oui, une nouvelle émission. Alors, comment un enfant élevé au Bourget en région parisienne a pu atteindre un tel niveau de succès? Dans cette vidéo, on va voir comment Bernard Tapie a fait pour devenir Bernard Tapie. Comment tout a démarré pour lui. Si comme moi, c'est quelqu'un qui vous fascine par son succès et son audace, eh bien préparez-vous à découvrir dans cette vidéo un Bernard Tapie que vous ne connaissez pas. Et vous allez découvrir le chemin exact qu'il a emprunté pour passer de l'ombre à la lumière. Bernard Tapie, les origines du succès, ça part de là. D'un père ouvrier frigoriste, originaire de Laroque-d'Olme en Ariège, une région qu'on connaît très bien ici à Toulouse, salut les Ariégeois, et d'une mère parisienne, aide-soignante, c'est dans un Paris occupé par les Allemands que Bernard Tapie naîtra prématurément en 1943. Sa mère dira, ce gosse a toujours été pressé, même pour naître, il était pressé. Son papa à ce moment-là, il est en Allemagne, il travaille pour le service du travail obligatoire, le fameux STO, et c'est Madame Tapie qui va devoir s'occuper de son fils aîné qui vient d'arriver. Donc Bernard Tapie aura ensuite un frère, Jean-Claude, de 4 ans son cadet. La famille vit dans une commune de Seine-Saint-Denis qui s'appelle le Bourget. Donc bonjour aux habitants du Bourget qui nous regardent. En ce temps-là, le Bourget, c'est une commune plutôt tranquille et Bernard Tapie aura une enfance plutôt heureuse. Comme il le dit souvent, il a reçu beaucoup d'amour de sa mère et a toujours entretenu des liens très proches avec elle. Il dira d'ailleurs que ça part de là, justement. C'est cette relation avec sa mère qui lui a permis de construire la confiance en lui qui aura été déterminante dans sa vie professionnelle. Alors, à l'école primaire, il aura des résultats plutôt encourageant, et puis en arrivant au collège, ça commencera un petit peu progressivement à régresser. Donc il fera son lycée dans une école technique spécialisée dans l'électronique, et même en fait, s'il prétend avoir un niveau d'ingénieur, comme il l'a dit à plusieurs reprises, en réalité, personne n'a retrouvé trace de même pas de son baccalauréat, encore moins d'un diplôme d'ingénieur. Donc Bernard, on ne croit pas sur ce coup-là. On suppose donc que tous les après-midi passés dans les bars à l'époque à la Villette, à sécher les cours, ont eu raison de sa scolarité et de ses diplômes. Néanmoins, à l'inverse de certains entrepreneurs plutôt fiers de ne pas aller à l'école, lui, ça n'a pas été son cas. Bernard Tapie prétendra toujours le contraire. Il dira à plusieurs reprises, et dans sa biographie, avoir travaillé comme ingénieur conseil. Voilà, il le dit. Bon, l'enquête d'ailleurs minutieuse de Christophe Boucher, je mettrai le lien en description, c'est un journaliste, ancien maire de Tours, qui dans son livre L'aventure Tapie démontrera en fait tout simplement le contraire. Alors je suis pas là pour juger ou pour faire un procès à Bernard Tapie, il en a eu assez, mais je trouve que c'est important de connaître les circonstances de son enfance, donc le fait qu'il ne soit pas très assidu à l'école créera des tensions avec son père qui lui travaille beaucoup comme ouvrier et il prend des cours du soir pendant un moment car il souhaite créer son entreprise en tant que frigoriste. Donc le papa, il a de l'ambition, il veut s'en sortir. Il le fera d'ailleurs et c'est même son frère Jean-Claude qui reprendra l'affaire une fois que le papa prendra sa retraite. Mais lui, Bernard Tapie, à ce moment-là, c'est dans le sport qu'il a envie de se démarquer. Et c'est d'ailleurs là qu'il le fait. C'est sur les terrains qu'il aime gagner parce que déjà il aime gagner. Il aura même l'occasion de jouer en sélection nationale de handball au niveau junior. Pas mal. Son père n'aura d'ailleurs rien à faire. Donc pour son père, c'est pas avec le sport qu'on réussit. Et donc Bernard Tapie souffre un peu de ça. Il cherche la reconnaissance de son père. En été, donc il aura l'occasion bien sûr de partir en vacances, comme beaucoup de Français, pour faire du camping. Et il ira à Saint-Jean-de-Mont et il aura l'occasion de faire quelques radiocrochets et de découvrir qu'il a plutôt une belle voix et qu'il sait chanter. C'est un détail qui aura son importance plus tard. Vous allez voir. Donc ses parents avaient vraiment le souci de lui donner une éducation assez complète. Donc après l'école, ils lui ont fait faire du sport, bien sûr, on l'a vu, mais également de la musique. Et oui, il a été éduqué à la musique, il a fait 4 ans de violon pour lequel il était même plutôt doué. Et comme il a l'oreille musicale, il fera même du piano avec son frère Jean-Claude. Mais là, c'est fou parce qu'en fait, on est en train de se demander ce que je suis en train de vous raconter. Est-ce que je suis en train de vous parler de l'histoire de Bernard Tapie, le patron de l'OM, le gars qui a fait procès au Crédit Lyonnais et qui a acheté Adidas? Oui, c'est bien de lui que je parle. Et on va voir comment donc ce gamin ordinaire, sorti de l'armée, a d'abord réussi à faire carrière dans la chanson. Alors on remonte un peu, on avance, on est en 1962, Tapie a 19 ans, il sait déjà qu'il fera pas de long feu à l'école et rentre donc dans l'armée en tant qu'appelé début juillet. Il rentre le jour de la fin de la guerre d'Algérie. L'armée va être une révélation pour lui car il va se rendre compte que quand tous les signes extérieurs tombent, les signes de richesse, les signes de bourgeoisie, les signes d'éducation et qu'on est habillés tous avec du kaki, la différence entre un homme et un autre,
c'est sa valeur, sa personnalité. Et de la personnalité, évidemment, Tapie, il en a. Il va très vite s'imposer comme un leader, devenant rapidement sous-officier. Il voulait être officier d'ailleurs, hein, pour info, mais il fera sous-officier. Il aura aussi assez souvent l'occasion de chanter pour amuser ses copains pendant l'armée. Et lorsqu'ils sont dans l'armée en 63, il décide de se lancer dans une carrière artistique. D'abord, il voudrait faire du théâtre, mais ça s'avère un peu compliqué. Donc, il va jouer tout simplement dans des orchestres en reprenant des tubes de Sacha Distel à l'époque. Et il fait donc les communes de banlieue parisienne, et en 1963, il chantera même à Livry-Gargan au cours d'une soirée animée par un certain Michel Drucker. 8 ans après, dans cette même commune, c'est là que je verrai le jour, parce que je suis né à Livry-Gargan, j'ai vu cette anecdote, je trouvais ça sympa. Bon, je reviens à notre ami Bernard Tapie. Il faut savoir que Bernard Tapie est très ambitieux et il est charmeur déjà à cette époque-là. Et il a besoin qu'on le regarde, il a besoin qu'on le remarque, il a un gros besoin d'être connu et reconnu. Et c'est là où ces 4 années de violon vont lui être utiles, parce qu'il va composer des chansons, et lorsqu'il va les proposer à la maison de disques, Eliette de Rieux, la patronne de VGA, dira « Ce type était tellement déterminé, il avait tellement envie de réussir que j'étais obligé de lui donner sa chance. » Bernard Tapie sortira 12 chansons, il n'a pas chanté qu'une fois, hein, 12 chansons, il sera l'auteur de 8 d'entre elles. Pas mal. Donc, les chansons ne font pas un réel carton. Eliette de Rieux dira, ce qui lui a manqué, en fait, c'était un mentor, un impresario, quelqu'un qui l'accompagne, il l'a fait tout seul. Elle lancera même, la même année, un autre Bernard, pour qui ça ne marchera pas non plus, mais lui s'accrochera et il deviendra plus tard Bernard Lavilliers. Elle a lancé les 2 Bernard en même temps, incroyable. Bernard Tapie, vous l'avez compris, jette l'éponge et décide de se lancer dans ce pourquoi il a vraisemblablement un don, la vente. Évidemment, il a un don pour la vente car il sait convaincre. C'est un séducteur en plus. Et dans le fond, la vente, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un acte de séduction? Un jour, il est démarché en porte-à-porte, ça c'est incroyable, par quelqu'un qui vend des télévisions. Donc Bernard Tapie voit ça et il dit au démarcheur, dis donc ça doit vachement bien, ça doit se vendre comme des petits pains tes trucs, hein, on est en 1963, 64, et le vendeur lui dit non mais crois pas ça, c'est pas si facile en fait, je galère à les vendre. Bernard Tapie il n'en croit pas ses oreilles, il essaye de vendre des télés avec lui et effectivement il s'aperçoit que c'est pas si simple. Alors il a une idée de génie. Afin de vendre les télés, il fait du porte-à-porte et se fait passer pour un enquêteur en ce qui concerne les programmes de télévision. Et il demande aux gens ce qu'ils pensent des émissions de l'ORTF, la seule chaîne à l'époque. La plupart des gens, évidemment, leur expliquent qu'ils n'ont pas la télé. Et il leur dit, mais rassurez-vous, nous y avons pensé et nous pouvons vous prêter un poste pendant 1 semaine afin de regarder tous les programmes de l'ORTF. Et ainsi, nous revenons la semaine prochaine et pour remplir tout simplement l'enquête sur l'ORTF. Évidemment, tout ça c'est gratuit et les gens acceptent. Évidemment, l'enquête de l'ORTF, c'est qu'un prétexte pour laisser la télé chez les gens. Et quand ils repassent la semaine suivante pour récupérer la télé, les gens ont bien envie de la garder. Ils leur en proposent tout simplement à bon prix puisqu'elle a été déballée. Et voilà, c'était extrêmement malin et très efficace. C'est comme ça qu'il a vendu des télés. Grâce à cette méthode, il se fera remarquer évidemment par son patron et de meilleur vendeur du magasin, il passera vite à artisan commerçant sur la chaîne des artisans, puisqu'il ouvrira son propre magasin de télévision à la gare de l'Est. On est au milieu des années 60 et Bernard Tapie n'a même pas 25 ans lorsqu'il ouvre son magasin. Alors, il faut savoir qu'en ce temps-là, il n'y a pas toutes ces grandes surfaces. La Fnac a déjà ouvert à Paris, mais il n'a qu'un seul magasin. Pour Darty, il y a aussi qu'un seul magasin, c'est à Bondy. La famille Fournier est en train d'ouvrir son premier Carrefour et Monsieur Mulliez son premier Auchan. Il y a seul Édouard Leclerc qui a commencé en 1959, qui a déjà atteint le milliard d'anciens francs. Mais sinon, les grands magasins sont pas là. Et puis, Monsieur Leclerc, c'est en Bretagne qu'il a ouvert son magasin. Donc, la télé se vend comme des petits pains et Bernard Tapie gagne énormément d'argent. Il dira dans sa biographie avoir vendu des télés que quelques mois, mais en fait c'est absolument faux. Il vendra des télés pendant plusieurs années et il gardera son magasin, j'estime au moins 4, enfin on estime au moins 4 ou 5 ans. Et il en a eu besoin en fait, tout simplement pour vivre. Mais il s'ennuie et malgré tout, et il a besoin aussi de réaliser ses passions et il a une passion pour le sport automobile. Et grâce à son magasin de télé qui cartonne, il va pouvoir donc payer sa passion pour ce sport automobile. En fait, on dit qu'il a couru donc plusieurs saisons en Formule 3. C'est vrai, mais il n'a pas couru pour Matra, il courait en fait pour un garage dont il était le client, un garage de Levallois, et pas comme pilote Matra comme il voulait le faire croire. Mais peu importe, dans tous les cas, il aura un accident assez impressionnant. Là encore, il dit avoir fait 3 jours de coma, Bernard, mais en réalité, il s'en sort indemne, mais il s'est fait très peur. Tout au long de sa vie, Bernard Tapie déformera la réalité, il l'arrangera à sa sauce. C'est un roublard, c'est un malin et c'est un menteur. Mais
ces mensonges, ils vont lui permettre de réaliser des choses incroyables. Il a utilisé le mensonge comme un outil, c'est tout. Donc vous allez voir, on revient en 1965, et à ce moment-là, notre commerçant de la gare de l'Est réussit évidemment très bien. Il gagne beaucoup d'argent, mais il a soif de reconnaissance, de pouvoir, de réussite sociale. Son train de vie est super élevé à cause des voitures de sport et de la Formule 3. Les soirées poker, parce que lui font perdre pas mal d'argent et il n'a pas d'argent d'avance. Il va falloir qu'il trouve autre chose pour satisfaire son train de vie, surtout qu'à ce moment-là, il a déjà 2 enfants avec sa première femme. Donc Bernard Tapie prend l'air du temps, il se rend compte que ces grands magasins sont l'avenir de la consommation en France. Même s'il gagne bien sa vie avec son petit magasin de la gare de l'Est, il sait que son futur est ailleurs et c'est en 1969 qu'il va rencontrer quelqu'un de déterminant pour le futur de sa carrière. D'ailleurs, c'est une phrase que je dis souvent, vous pouvez avoir dans la vie un but, vous pouvez avoir un plan, mais c'est toujours les rencontres qui feront la différence. Alors, cette rencontre, il l'a fait et il se lie avec quelqu'un qui s'appelle Marcel Loichaud. C'est un fils d'instituteur, polytechnicien, pied noir algérien, très marqué par ses origines, et c'est un financier respecté de la place de Paris, qui au début des années 50 a fondé donc une société de conseil en organisation. C'est un gaulliste de gauche, je ne savais pas que ça existait, mais gaulliste de gauche. Marcel Loichaud est le fondateur en 1958 de la CEMA et de la Sofres, le célèbre organisme de sondage qu'on connaît aujourd'hui. Donc le mec, il est en place. Il a la Légion d'honneur et tout, hein, nickel. Donc il décide de s'associer avec Bernard Tapie, dont il aime l'énergie et l'ambition. C'est juste un vendeur de thé à ce moment-là. Hein. Donc ils vont créer le Club Bleu. Il s'agit d'un club dont les membres achètent une carte qui coûte 40 francs et qui leur donne un certain droit et plus particulièrement des réductions. Donc aujourd'hui ça semble un peu patchak, mais à l'époque c'était nouveau et puis ça a plu. Bon, et ils s'arrêtent pas là puisque tous les deux rachètent un grand bâtiment à Paris de 900 mètres carrés et ils vont fonder leur premier grand magasin qu'ils appelleront le Grand Dépôt. Alors on ne sait pas vraiment si ce magasin a marché, puisqu'en fait Bernard Tapie ne donnera jamais les chiffres, et vu comment ça s'est terminé, je pense qu'en fait ça ne devait pas marcher si bien que ça. En fait je crois surtout que notre ami Bernard, il devait un petit peu taper dans la caisse, il sera condamné pour abus de biens sociaux sur cette affaire-là. Donc Bernard Tapie n'était pas vraiment le patron en plus de cette boîte, parce qu'il n'avait pas mis d'argent dedans, c'était Marcel Loichaud qui était en fait l'actionnaire, le patron, puisque c'est lui qui avait mis les sous. Mais bon, nos deux compères ont fini par se fâcher, et Bernard Tapie s'est retrouvé avec une dette de 1 200 000 francs et une première condamnation en justice. Pour la faire courte, 1,2 million de francs à l'époque, c'est 185 000 euros, mais pour aujourd'hui, c'est beaucoup plus parce qu'on est en 1970, c'est vraiment énorme. Au cours de cette faillite, Bernard Tapie va découvrir le monde des mandataires de justice et va être écœuré de voir comment une société est démantelée et bradée aux enchères pour couvrir les dettes. Ça, c'est incroyable. Donc Bernard Tapie pense donc se mettre en faillite personnelle pour ne pas avoir à régler cette somme qui est colossale. Mais son avocate de l'époque, Maître Lascar, lui déconseille fortement, car s'il fait cela, il ne pourra plus jamais créer d'entreprise. Comme il le dit lui-même, c'est le meilleur conseil qu'il a reçu de sa carrière, puisque s'il s'était mis en faillite personnelle, il n'aurait jamais pu créer d'entreprise à nouveau. Quand on voit ce qu'il a fait après, c'était chaud. Donc il s'est engagé à honorer cette dette, ce qu'il fera dans les 3 ans qui ont suivi. Néanmoins, à ce moment-là, Bernard Tapie n'est pas bien. Une leucémie vient d'emporter sa première femme Michel, avec qui il a eu ses 2 premiers enfants, Stéphane et Nathalie. Il est couvert de dettes, il doit faire face à ses obligations, il avouera même avoir pensé au pire à ce moment-là. Alors comment il va faire pour se relever de cette situation très compliquée? À ce moment-là, il hypothèque sa maison pour garantir sa dette. Mais comment il va faire pour rembourser? Marcel Loichaud l'a meurtri, évidemment. Mais en quelques années de 1969 à 1971, au contact de Loichaud, il apprend plus qu'il n'a jamais appris. Il apprend à faire un bilan, un compte d'exploitation. Il apprend les chiffres, les ficelles financières et juridiques. Il apprend. Doté d'une mémoire exceptionnelle, d'une capacité d'assimilation étonnante, il rattrape en quelques mois les cours séchés Porte de Levallois, les erreurs de gestion de TV Est, son magasin de télé. Même si la gestion n'est pas son fort, il ne manque pas d'idées sur la vente. Et voilà comment il va rebondir. Ça part de là. Il réussit à convaincre plusieurs agents immobiliers de la place de Paris de lui signer un contrat de commercialisation sur les ventes d'immeubles. L'immobilier ne connaît pas en 1970 les marges juteuses des années 80 ou d'aujourd'hui, et les promoteurs signent un contrat qui semble raisonnable et favorable. Alors que propose Bernard Tapie? Il veut vendre un même appartement à plusieurs personnes. Alors c'est pas une escroquerie, c'est bizarre mais pas une escroquerie. Il s'agit en fait de la copropriété à temps partiel, également appelée le timeshare. C'est un système en vogue dans les années 70. Le futur propriétaire achète un appartement pour quelques semaines seulement dans l'année.
Tout le monde croit y trouver son compte, le vendeur qui dégage des marges très importantes en multipliant les acheteurs, et le propriétaire qui paie à moindre prix un pied-à-terre sur la Côte d'Azur ou dans les Alpes. L'astuce ne se révélera pas très intéressante en fait pour les propriétaires, puisqu'en fait ça offre pas trop de souplesse pour les vacances. Donc en fait ça a pas perduré et administrativement c'était très compliqué à mettre en place. Mais bon, dans tous les cas, ça a été extrêmement rentable pour tout le monde et surtout pour Bernard Tapie qui fait de véritables opérations commando dans les villes où se déroulent ces opérations, recrutement de vendeurs, de rabatteurs, et Bernard Tapie se pose en super vendeur. Il gagnera 1 million de francs la première année. Mais là encore, 1 million de francs, ce qui représente 150 000 euros, dans les années 70, c'est colossal. Je pense que ça équivaut à quelque chose entre 300 et 500 000 euros d'aujourd'hui. Donc imagine, le type a gagné entre 300 et 500 000 euros dans l'année juste avec ses talents de vendeur. Bernard Tapie n'est définitivement pas quelqu'un d'ordinaire. Mais là encore, être un super vendeur, c'est bien. Ça lui permettra de payer ses dettes. Il a envie d'autre chose. Il a soif d'ambition, de pouvoir, de succès. En 1973, la Banque coopérative du bâtiment et des travaux publics, avec qui il travaille en multipropriété, présente à Bernard Tapie le docteur Antoine Naban, médecin du service de réanimation de l'hôpital Boucicaut. Alors, ce jeune médecin a imaginé et développé un projet de secours d'urgence aux malades cardiaques ou au cardiaque. Le projet est intéressant, réalisable, mais il demande de très lourds investissements en matériel médical, en transport. Il faut des motos, des voitures, et même idéalement, il faudra un hélicoptère. Bernard Tapie, il sent bien cette affaire, il y trouve du sens, parce qu'en fait, il vient de perdre un oncle d'une crise cardiaque, et il décide donc de s'y investir personnellement et de créer une société dont la principale actionnaire est sa nouvelle compagne, Dominique Mialet-Damianos, plus connue sous le nom de Dominique Tapie, en fait, tout simplement. Et donc, début 1974, la clinique Ambroise Paré accepte d'accueillir le projet. Donc, le principe est simple, moyennant un abonnement de 800 francs par an, les personnes souffrant de problèmes cardiaques pourront recevoir des soins appropriés en urgence parce qu'en fait, la structure disposera de toutes les données médicales des patients. Donc, en cas de problème, ils sont hyper réactifs. Bernard Tapie lance le projet en grande pompe et donne naissance à l'association le 22 janvier 1975. Une double page vante les mérites de cette nouvelle société dans l'Express. Le projet semble bien parti, c'est génial, mais en fait, il y a deux détails qui vont poser des problèmes. Le premier, c'est que Bernard Tapie a négligé d'obtenir la bienveillance du tout-puissant Conseil de l'Ordre des médecins, lequel va immédiatement mettre la pression aux médecins qui sont rentrés dans Cœur Assistance. Bernard Tapie vient de se buter contre un corporatisme qui à l'époque encombre vraiment la vie sociale française, mais je crois que ça n'a pas trop changé. S'ajoutera à cela un procès pour publicité mensongère, car en fait Bernard Tapie a annoncé plusieurs voitures et plusieurs motos, alors qu'en réalité il n'y a qu'une voiture et une moto. Le docteur Naban, sous la pression de l'ordre des médecins, préfère quitter le navire. Moralité, la société décline tranquillement vers le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire. Nous sommes en 1975, Bernard Tapie a 32 ans. Un premier bilan fait état d'une carrière de chanteur raté, de 2 dépôts de bilan avec liquidation qui lui ont coûté très cher, et il a un train de vie et des soucis financiers qui l'empêchent de dormir sans ses cachets. Il a la haine contre tout ce qui représente l'ordre établi et les corporatismes. Il s'est servi de la presse pour lancer Cœur Assistance, et ça va lui revenir comme un boomerang. Il voit son échec étalé dans l'Aurore et dans Le Monde. Cette fois-ci, il sera condamné à 12 mois de prison avec sursis et 20 000 francs d'amende. Bernard Tapie est sonné, surtout que cette affaire, il avait vraiment d'autres motivations pour une fois que les motivations financières. Le revoilà dans une situation bien compliquée. Alors que va-t-il faire ? Bernard Tapie est un opportuniste et il voit passer à ce moment-là l'opportunité de racheter le casino de Luc-sur-Mer. Non mais attends, le mec, il vient de se planter, il n'a pas d'argent et là il se dit, tiens, je vais acheter un casino. Non mais... Mec, c'est un fou. Je dis ça, mais il va acheter un casino. Bah ouais, mais lui, il le dit, il le fait. Le casino a fait l'objet d'une fermeture administrative et le maire, Jean Chabriac, se retrouve donc avec la concession. Il fait tout simplement paraître une petite annonce dans la presse, comme quoi il recherche un repreneur. Et notre ami Bernard, attiré par cette proposition, le voilà qui débarque au volant de sa Rolls-Royce, parce qu'il a quand même gardé la Rolls, qui est évidemment du plus bel effet quand il arrive là-bas. Et il obtient la concession pour une somme modique en fait. Il a plein de projets pour le casino, ouvrir une discothèque, relooker, etc. Les salariés sont ébahis et enchantés, tout va bien.
Le problème, c'est que l'opération va capoter, car l'organisme indépendant officiel qui gère les courses et les jeux, et qui dépend du ministère de l'Intérieur, ne va pas lui délivrer l'agrément, et Bernard Tapie, moralité, le casino sera revendu sans qu'on sache vraiment si Tapie a gagné de l'argent sur cette opération. Il dira l'avoir acheté ou revendu, mais on n'en a jamais été très sûr. En tout cas, nous sommes en 1979, Bernard Tapie a bien des talents de vendeur, mais sa femme voudrait qu'il se pose. Il vient d'avoir un 3e enfant, il roule en Rolls-Royce, sa femme est en Porsche, mais pourtant, tout ceci est très fragile et c'est une façade. Dominique Tapie le sait et elle insiste pour que Bernard se pose et construise enfin quelque chose de sérieux. Bernard Tapie décide donc de devenir un industriel. Allons-y. Le mec, il décide ça comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on veut devenir un industriel? Ouais, c'est vrai, comment on fait ça? Moi, j'en sais rien. Alors, Bernard Tapie, il débarque à la Fiduciaire de France. C'est un gros cabinet parisien de transactions. Pareil, c'est sa recette. Il arrive avec son jean et sa Royce. Ça faisait bien à l'époque. Et là, il rencontre donc Claude Conlobani qui lui propose une petite affaire à Alfortville d'une 15aine de personnes. La boîte est à vendre. La transaction se déroule pas comme Bernard Tapie aurait voulu. Le propriétaire trop gourmand. L'affaire, en fait, va capoter. Ça se fera pas. Mais dans le même temps, il a une autre affaire dans la papeterie en vue, l'entreprise Diguet-Denis située à Breteuil. D'ailleurs, je crois que cette entreprise, elle existe toujours aujourd'hui. Néanmoins, on est en 1977 et ça ne va pas fort pour l'entreprise Diguet-Denis. Elle est endettée à hauteur de son chiffre d'affaires et elle vient de perdre son principal client, la société Hachette, qui représentait 60 à 70% du chiffre d'affaires. La situation n'est pas simple, néanmoins, Bernard Tapie acquiert assez facilement cette entreprise pour le fameux franc symbolique qui a fait sa réputation. Dans l'intervalle, le propriétaire de l'entreprise d'Alfortville, celle d'avant, il décède. Et sa veuve cède l'entreprise 2,5 millions au lieu de 4 millions demandés par son défunt mari. Il faut dire qu'elle voulait se débarrasser rapidement de cette entreprise. Maintenant, il faut que Bernard Tapie trouve de l'argent parce qu'en fait, il n'a pas de sous. Donc, Claude Conlobani va lui présenter quelqu'un qui sera capital pour le reste de sa carrière. Il s'agit de Pierre Despezailles qui travaille pour la SDBO. C'est un petit établissement financier qui deviendra plus tard une filiale de devinez qui, le Crédit Lyonnais, bien sûr. Bref, en tout cas, pour lui faire un prêt, le CV de Tapie, il n'est pas très engageant quand même. Il a 2 faillites à son actif, mais néanmoins, Tapie a payé tout ce qu'il doit. Despezailles décide donc de lui faire confiance. À partir de là, les 2 hommes travailleront main dans la main et Despezailles sera le banquier de Bernard Tapie. L'entreprise de Breteuil est déménagée à Alfortville et Bernard Tapie installe son siège social au 24 avenue Friedland à Paris. Il n'en bougera plus. Bernard Tapie utilisera ses talents commerciaux pour aller chercher le chiffre d'affaires qui manque dans ses structures et puis il sera aidé par 2 coups du sort. Le premier, c'est qu'un de ses concurrents sera victime d'un incendie et l'autre, c'est que la réforme Haby a contraint les éditeurs à faire de nouvelles éditions de leurs ouvrages. Voilà, en quelques mois, l'entreprise de papeterie et de reliure remise sur les rails. À ce moment-là, Bernard Tapie mesure la chance qu'il a et deviendra superstitieux. Il refusera même parfois d'embaucher des gens s'il sent qu'ils ont la schkoumoun. Le ciel semble s'éclaircir pour Bernard Tapie, donc d'autres opportunités vont s'offrir à lui dans le secteur du papier, puisque dans la foulée, il rachètera la SAP, une entreprise qui est à l'agonie, et aussi Brochage Express, aussi une entreprise qui est dans la reliure. Au bout de quelques années, Bernard Tapie, qui voulait être un industriel, le sera, mais cela sera vite de ses entreprises, il les revendra à ses proches collaborateurs et encaissera un profit quand même de 26 millions de francs, soit l'équivalent de 4 millions d'euros. Tout ceci est une très bonne opération, mais notre ami Bernard a la bougeotte et regardez le coup qu'il nous prépare. Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire des châteaux de Bokassa. Non mais, il faut se replacer dans le contexte. On est à l'automne 1979. Bernard Tapie a 36 ans, c'est un chef d'entreprise plus ou moins sans histoire, mais qui n'est pas connu du grand public. Le chanteur des années 60, qui n'a pas vraiment eu de succès, est oublié, depuis longtemps même, et ses problèmes avec Cœur Assistance n'ont pas fait non plus la une des journaux pendant des mois, d'accord? Donc, Bernard Tapie est encore bien loin d'avoir gagné la Coupe d'Europe avec l'OM, et c'est encore quasiment un inconnu à cette époque-là. Alors, comment un inconnu de 36 ans qui possède une imprimerie et une entreprise de reliure a-t-il pu arnaquer un empereur centrafricain? Non mais, personne ne se pose la question? Moi je me suis vraiment posé la question parce que j'ai trouvé la réponse et elle est incroyable. Comment Tapie est entré en contact avec Jean Bedel Bokassa, empereur déchu, qui a acquis un gros patrimoine en France, les fameux châteaux de Bokassa, et qui a vraisemblablement acheté son immunité à l'aide de diamants qu'il aurait donné à Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République française de l'époque. Et notre ami Bernard Tapie est rencontré en contact avec ce type. Mais comment?
Bah écoutez, ça part de là. En fait, c'est tout simplement sa femme, Dominique Tapie, qui est tranquillement en cure à Eugénie-les-Bains et qui fait la connaissance de Thérèse Bou, la femme de Bokassa, chez Michel Guérard, propriétaire de l'hôtel-restaurant triplement étoilé au Michelin depuis 1977, qui existe toujours d'ailleurs, que je suis jamais allé mais que je vous recommande. Les deux femmes sont simplement en vacances et papotent. Tapie saisit l'opportunité, il s'envole pour la Centrafrique accompagné de 3 collaborateurs et d'un notaire d'Angoulême. Il se présente comme un gros industriel parisien à la tête d'un groupe de 2000 salariés qui réalise 600 millions de francs de chiffre d'affaires. Il prétend posséder donc des sociétés dont un laboratoire pharmaceutique, une agence de pub et pour couronner le tout, il prétend posséder l'imprimerie Draguer qui n'est rien d'autre que l'imprimerie qui fabrique la monnaie centrafricaine. Plus c'est gros, mieux ça passe. Ah mais c'est incroyable. Bernard Tapie prétend venir en ami, forcément puisque les femmes sont copines, pour rendre un service, bah puisque voilà, entre amis on se rend service. Et il prévient Bokassa qu'il risque de se faire saisir ses châteaux en France. En effet, le Parti communiste réclame leur nationalisation et les députés RPR proposent qu'un texte de loi soit déposé afin de saisir ses biens. Mais c'est faux en fait. Bokassa, qui vient d'être déjà destitué, il a perdu beaucoup évidemment, et Tapie lui met la pression pour que l'affaire soit traitée dans la journée. Tapie achètera donc à Bokassa ses châteaux au prix de leur acquisition, soit 16,5 millions de francs, pour lui éviter de payer la plus-value. C'est bienveillant. Ils partent donc sur le champ signer l'acte chez un notaire à Abidjan. Bah oui, maintenant ils sont en Côte d'Ivoire puisqu'il a été déchu en Centrafrique, hein, faut suivre. Donc ils foncent à Abidjan et signent l'affaire donc pour 16,5 millions de francs. Et Bokassa signe même un reçu pour de l'argent qu'il n'a pas encore touché. D'ailleurs, il ne le touchera jamais, cet argent, puisque, évidemment, Tapie n'a pas les 16 millions. Donc, tout ça va se gâter, car Tapie n'a pas su tenir sa langue, et c'est pour cette arnaque, et donc du coup, ça a fuité, et voilà que notre copain Bernard Tapie se retrouve à la une du New York Times. Peu après, évidemment, la presse française s'en mêle et relie l'info. Bokassa appellera directement Bernard Tapie, parce qu'il n'a toujours pas reçu son argent. Bernard Tapie lui rira au nez, il n'avait jamais eu l'intention de le payer. L'affaire étant devenue publique, Bernard Tapie déclara qu'il voulait vendre les châteaux aux enchères et faire don de la plus-value à l'UNICEF. Cette déclaration a été faite 3 semaines après l'escroquerie et on est en droit d'en douter. Bref, Bokassa fera annuler la vente auprès du tribunal d'Abidjan. Bernard Tapie, lui, sera condamné en Côte d'Ivoire, mais fera appel, puis on ne sait pas trop ce que ça a donné. Même si Bernard Tapie n'a pas été propriétaire longtemps des châteaux, néanmoins, il avait pris soin d'en conserver les meubles de valeur, les tableaux et toutes les voitures de luxe qui étaient logées dans les garages. C'est pas du vol, mais c'était à lui. Bon, bref. Désormais, Tapie n'est plus un inconnu et il vient de s'offrir le plus gros coup de pub de sa carrière. Bien sûr, il vient de faire une arnaque, mais face à un dictateur sanguinaire, il est passé pour un Robin des Bois. Il est à la une de tous les journaux, il a compris les recettes du succès, du rêve, du rire, du risque. Ce sera sa devise tout au long de sa carrière.